suivant les faits. Les faits, c'est l'ensemble des connaissances que nos cinq sens peuvent nous permettre de comprendre et de façon communicable identiquement. Mais dans tout système, on a besoin d'un moteur d'inférence qui convoque les règles, les applique au système pour que le système soit dynamique. D'où mon titre, Dialectique dynamique des systèmes d'organisation. Bon, je ne vais pas refaire une conférence ici parce qu'en général, quand je parle devant les étudiants, on prend des heures à expliquer ça. Donc, il y a le concept du système que je prends parce que c'est récurrent, parce que tous les chercheurs utilisent le mot système, mais demandez-leur qu'est-ce que c'est qu'un système. Vous allez voir qu'ils auront souvent des problèmes à vous dire. Dans ce livre, on arrive à une définition suivante. Tout système est un ensemble composé de deux types d'éléments, et deux types seulement, qui sont les règles et les faits, et ces éléments sont mus par ce qu'on appelle un moteur d'inférence, qui les mobilise de façon interdépendante ou interactive, ce n'est pas la même chose. Et système, j'harmonise avec le mot. La stratégie, c'est quoi? J'harmonise avec le contrôle, c'est quoi? Et là aussi, on voit que dans toutes les entreprises, on a trois formes de contrôle toujours. Soit le contrôle est a priori, c'est le médecin avant la mort. Soit le contrôle est a posteriori, c'est le médecin après la mort. Ou soit le contrôle est immédiat, c'est le contrôle tout ou rien. Et c'est bien de savoir ce type de contrôle. Par exemple, un gouvernement ne fait en général que du contrôle a posteriori parce que le gouvernement fonctionne suivant un budget et donc les gouvernements ne peuvent que regarder leur passé pour mieux construire leur avenir. Mais dans les entreprises, on parlait tout à l'heure comme de l'incendie qui nous arrive malheureusement, dans d'autres types d'entreprises, il faut faire un contrôle a priori, c'est-à-dire passer de la déduction parce que nous fonctionnons suivant la déduction en général, mais il faut savoir aussi fonctionner par induction, prévenir les choses avant qu'elles n'arrivent. Ça, c'est des exemples. Ensuite, on harmonise sur ce que c'est qu'un paradigme. Dans toute discipline, des fois, même dans les religions, on a le paradigme musulman, le paradigme chrétien, le paradigme juif. Le paradigme, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, dans une situation donnée, un groupe de personnes ont une croyance et pas une autre. Et nous sommes tous différents dans ces choses-là. Donc, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas joindre nos efforts et travailler ensemble. On pourra revenir sur des concepts comme ça. Et voilà, donc première partie, harmonisation du vocabulaire, et c'est très nécessaire. Et en général, je prends 3 à 4 cours de 2 heures avec mes étudiants pour harmoniser tout le vocabulaire comme ça. Dès qu'on parle, on sait qu'on parle de la même chose. C'est très important parce que ça ne sert à rien de parler sans parler de la même chose. On arrive à des résultats comme à la loterie, hein, une fois sur 2 millions. Ouais. Quand on est en science, il faut être précis. Ouais. Donc ça, c'est la première partie. Et puis nous parlons un peu de comment fonctionnent les organisations. Et ça, ce que nous relatons, c'est que les organisations, il ne faut plus maintenant les gérer à l'ancienne, où on avait le temps, tout a changé, parce que les NTI, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont là. Les 3 facteurs fondamentaux qui nous régissaient, l'espace, le temps et le lieu, ont été complètement bouleversés par les nouvelles technologies. Maintenant, vous voyez, on a des gens qui nous appellent du Moyen-Orient, d'autres qui nous appellent de je ne sais où. Le monde est devenu tellement condensé que aucun chef d'entreprise ne peut plus rester avec ses certitudes d'antan. On est dans un monde qui est en permanence et en fulgurance en changement. De telle sorte que le changement qui était l'exception est devenu la règle. Il faut savoir changer tout le temps et aimer même le changement. Il faut l'adorer. C'est en changeant tout le temps qu'on arrive à s'adapter à ce monde qui bouge, la mondialisation. Et deux, il y a l'incertitude qui grandit partout. Mais l'incertitude aussi, il ne faut pas en avoir peur. Il faut fabriquer des outils pour pouvoir naviguer, non pas à vue, mais naviguer avec des certitudes. C'est pourquoi j'ai fait la boussole socioproductive. Mais quand nous aurons l'occasion, je reviendrai sur comment, c'est à la fin du livre, j'ai construit cette boussole socioproductive. Et juste ce que je veux dire comme remarque, mais maintenant la science, on ne sait plus comment elle avance. Moi, j'ose écrire dans mon livre que le Robert s'est trompé de définition, le Larousse s'est trompé, plus de 20 chercheurs des plus éminents ne disent pas exactement la définition, mais 4 ans après la sortie d'un livre, on n'a toujours pas de réaction. On est dans un monde où on se précipite sur... on ne s'arrête plus comme dans le temps pour discuter les choses, arriver à des vérités. On est devenus des gens pressés et malheureusement, on est un peu trop pressés. On est un peu trop pressé. Voilà. La réaction donc des téléspectateurs. Allô, bonjour. Bonjour. Et votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Ahmed Maïka.
Et est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre télévision, s'il vous plaît? Allô? Je rappelle Mohamed Mété, je suis en Angola. Vous êtes en Angola. Quelle est votre préoccupation ce matin? Ouais. Allô? Ma préoccupation ce matin, c'est une façon qu'on a fait jeudi passé là. Mercredi passé là. Mercredi passé. Allô? Voilà, la tonalité n'est pas assez agréable à l'oreille. Et Monsieur Dieng, nous revenons donc avec vous un bouquin donc signé L'Harmattan, Oui. signé chez L'Harmattan qui sort. Quelles sont les règles du management socioproductif? Donc, si les règles du management socioproductif, c'est de pouvoir se projeter en tenant en compte des phénomènes sociaux qui sont multiples et variés, et aussi d'avancer avec certitude. C'est pourquoi, dans la construction de cette méthodologie, on commence, par la problématique. C'est-à-dire que, Gaston Bachelard le dit, 1938, dans l'esprit scientifique, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de démarche scientifique possible. Tout commence par la question. Quand on n'a pas défini la problématique, on ne peut même pas faire une démarche scientifique. Donc, définir déjà qu'est-ce que c'est que la problématique d'un sujet, dans n'importe quelle situation, parce qu'il ne faut pas oublier que quand je parle de management, je ne parle pas que des entreprises qui produisent des biens consommables sur les marchés. La famille est une organisation. Okay. Parce que la famille est composée de règles et de faits. Par exemple, un père de famille, s'il dit que tous ses enfants qui ont moins de 15 ans doivent se coucher à 22 heures, s'il y en a qui arrivent à 23 heures, il faut qu'il mobilise la règle. Sanctions, punitions, etc. Il faut qu'on sente que le système vive. Donc ça, c'est la première règle, cette dialectique dynamique entre les faits et les règles. Et dans un système, c'est les règles qui s'appliquent sur les faits et pas le contraire. Les règles sont là pour changer les faits. On observe les faits. Ils nous conviennent, il n'y a rien à faire. Ils ne nous conviennent pas, il faut convoquer une règle, changer le fait. Par exemple, je regarde la Guinée, il y a trop de chômage de jeunes. C'est, je suppose, un constat. Qu'est-ce que je fais si j'étais le gouvernement? Je mets en place, par exemple, une règle d'insertion des jeunes dans le monde du travail, etc. Et cette règle est censée changer la situation trop de chômage de jeunes en une société où les jeunes trouvent leur place. Okay. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement. Mais ce fonctionnement commence par déterminer où est la problématique. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'appelle le tableau des moments de pertinence de l'efficience socioproductive. C'est un peu... c'est pourquoi, en général, quand je fais des conférences, je projette, parce que quand les gens voient, c'est moins compliqué. Et la science, ça doit être l'art de simplifier le complexe, pas le contraire. Donc, rapidement, je vais essayer de le décrire. C'est que tout ce que nous voulons, même si je veux acheter un ordinateur, il faut que je le planifie, je le conçois. Quel ordinateur je veux. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je l'achète ou que je le réalise si c'est quelque chose à fabriquer. Deuxièmement, une fois que j'ai fait ça, il faut que je le développe, je mets mes logiciels, etc. Et donc, j'atteins ce qu'on appelle une figure harmonieuse, ce que je voulais avoir. Mais ce que je voulais avoir, ce n'est pas éternel, rien n'est éternel, ça arrive toujours à tomber en panne, comme une voiture. Donc, c'est pourquoi la quatrième phase importante, c'est la phase de maintenance et d'entretien. Et malheureusement, ce que je vois, la plupart du temps, dans les organisations ici, moins en Europe, mais plus en Afrique, c'est qu'on n'assure pas la quatrième phase de maintenance. Okay. On fait de jolis bâtiments, mais des fois, quand je rentre dans des structures, la première chose que je vais voir, c'est les toilettes. Est-ce que les toilettes sont entretenues? Et pourtant, c'est des choses faciles, mais souvent, on ne fait pas tout l'entretien. Le système électrique ou machin, tout cela, on les néglige. Et l'art de déterminer les moments de pertinence, mais les moments de pertinence, une fois qu'on a fait ces 4 phases de démarche que j'ai pris de la pensée fonctionnaliste avec Talcott Parsons, etc., moi j'ai mis en ligne ce que j'appelle qu'est-ce qu'on conçoit, qu'est-ce qu'on développe. C'est le côté technique de la chose. Est-ce que j'ai acheté une belle voiture, une bonne voiture?
Mais si j'ai acheté une bonne voiture, il y a le socio-technique. Est-ce que j'ai mis un bon chauffeur? Parce que si le chauffeur est mauvais et que la voiture est bonne, ça ne sert à rien, ça ne conduira pas bien. Ou est-ce que j'ai regardé mes concurrents? Est-ce que j'ai regardé le socio-économique, c'est-à-dire les décisions qui viennent d'ailleurs? Donc, 4 fois 4, ça fait 16 moments d'où peuvent surgir mes problèmes. Et donc, il faut que les étudiants ils puissent, dans ces 16 moments, cibler les moments les plus primordiaux pour analyser le problème. Parce que là aussi, on fait appel à ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est la fameuse loi des 20-80, qui montre que dans chaque situation dans la vie, il y a 20% des causes qui produisent 80% des effets et des conséquences. Par exemple, si on regardait la Guinée, 20% des personnes posséderaient 80% des richesses. Et comme par magie, cette loi se vérifie tout le temps. C'est la fameuse loi de Pareto. Donc, une fois qu'on connaît cette loi de Pareto, on sait qu'on va regarder les 20% de causes qui produisent les 85% de problèmes et on commence par les résoudre parce que c'est les plus importantes. Ça, c'est la première phase. Oui. Je ne veux pas être trop long, c'est pourquoi je vais vous attendre. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Et donc, vous avez aussi ce que vous avez appelé le tableau d'analyse stratégique globale. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, une fois que j'ai ciblé mon problème, je dois comprendre mon problème. Et pour comprendre mes problèmes, dans ce tableau d'analyse stratégique globale, je dois cibler tous les acteurs qui interviennent dans le problème. Par exemple, vous nous parliez tout à l'heure des manifestations de jeunes qui ne sont pas d'accord avec les coupures de courant. C'est quelque chose que j'ai connu au Sénégal et moi aussi j'étais énervé. Mais, et c'est dans beaucoup de pays africains, mais ce n'est pas parce que dans beaucoup de pays africains, il y a des coupures de courant intempestives qui détruisent nos appareils, qui ne nous permettent pas de fonctionner. Même si vous achetez des ordinateurs à 1 million, vous ne savez pas quand vous pouvez travailler. C'est vraiment aberrant. On peut comprendre que ça gonfle tout le monde, surtout les populations qui sont... Mais si nous analysons ce problème, on va devoir remonter aux causes. Parce qu'il y a presque plus d'une vingtaine d'années, quand nous, on écrivait dans Afrique Essor, on a écrit sur l'énergie solaire pour le monde rural, on a écrit sur l'industrialisation du pétrole en Afrique mal maîtrisée. Et je me rappelle, parce que moi, je vous disais tout à l'heure, je suis allé en France pour étudier le solaire, c'est ça qui me plaisait. Malheureusement, je n'avais trouvé aucun financement pour faire sur le solaire. J'ai dû trouver des financements avec Total et Elf pour étudier le pétrole. Et ce que j'avais convenu avec mes recherches doctorales à Grenoble, c'était que sur 53 pays africains qui existaient, il y en avait plus d'une trentaine qui avaient leur propre raffinerie. Et celles qui avaient les raffineries les plus importantes, c'était le Nigeria, avec 3,5 millions de tonnes. Et les techniques montrent qu'une raffinerie n'est rentable qu'à partir de 7 millions de tonnes. Le Sénégal avait moins d'1 million, donc loin des 7 millions. La Côte d'Ivoire, 1 500 000 ou 2 500 000, loin de cela. Le Nigeria, qui était le mastodonte, n'avait que sur 3 raffineries totalisé 3 à 4 millions de tonnes. Donc aucun pays africain n'avait le niveau souhaitable pour raffiner. Et les conclusions qu'on avait données étaient visionnaires parce que aujourd'hui, ce qui est arrivé aux États africains, c'est qu'ils n'arrivent plus à raffiner parce qu'ils ne sont pas rentables, ils sont trop chers. Donc ils sont obligés de fermer leur raffinerie, de le transformer en entrepôt et d'importer du carburant qui vient du Moyen-Orient, d'autres pays. Et souvent, avec l'inflation et notre dévaluation, nous n'arrivons plus à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures. Il faut dire la vérité aux populations. On est pauvre. Et on est pauvre dans une mondialisation qui ne fait pas pitié. Et donc, pour résoudre ce problème-là, je pense, de grands chercheurs comme les Cheikh Anta Diop, comme les autres, l'ont déjà dit depuis longtemps. L'Afrique grandirait en développant ce qu'on appelle la rationalisation de ses économies, l'intégration économique et l'intégration même politique. On n'a pas dit de mettre tous les œufs dans le même panier, mais les œufs qu'on peut mettre dans le même panier, il faut les mettre dans le même panier. Comme l'énergie. Comme l'énergie. Mais je prends un autre exemple. En Europe, par exemple, on a des consulats partout, des ambassades partout. Chaque consulat, c'est une maison louée avec les impôts qu'ils payent, avec les charges. Pourquoi en bloc? Parce qu'on ne peut pas réunir aussi toute l'Afrique. Mais l'Afrique, naturellement, se subdivise. On peut prendre l'Afrique de l'Ouest, plutôt francophone, qui se comprennent. La CEDEAO existe déjà, on peut se retrouver à ce niveau. Prendre l'Union du Maghreb arabe qui se retrouverait, prendre l'Afrique du Sud qui se retrouverait avec tous ces blocs-là, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, etc. Prendre l'Afrique du Nord, les Arabes qui ont une affinité culturelle, et prendre l'Afrique du Nord, la corne de l'Afrique. 5 grands blocs, ou dans ces 5 grands blocs, par exemple, si on revient au problème des raffineries, on aurait seulement 2 ou 3 raffineries en Afrique de l'Ouest. Mais pour ça,
il faudrait qu'il y ait la confiance entre nous. Parce que chaque pays a peur que s'il n'est pas d'accord. Mais ça, c'est dans le vieux temps. Maintenant, les guerres sont finies. Ouais. La Guinée ne va pas faire la guerre au Sénégal, etc. Ça, c'est terminé. Il faut le régler au niveau diplomatique, qu'on raffine tout, soit à Dakar, soit à Conakry, compte tenu des dotations factorielles de chacun, et qu'on assure la distribution et ses autres effets. Je crois que cet élément est un élément réussi entre le Togo et le Bénin. Parce qu'au niveau de la desserte d'électricité, la direction générale se trouve à Cotonou, oui. Mais au niveau de la division technique, c'est à Lomé. Oui, c'est un petit pas de géant, mais c'est important. Et il faudrait qu'on le fasse à un niveau plus critique, c'est-à-dire entre pays africains. Et aujourd'hui, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Nous ne sommes ni politiciens, nous n'avons pas d'intérêt particulier dans les entreprises. On est des lanceurs d'alerte. Et l'autre jour, malheureusement, je n'ai pas retenu son nom, j'ai lu un journal local et il y a un spécialiste guinéen des hydrocarbures qui parlait de la situation des hydrocarbures en plein Conakry, avec des camions qui viennent toujours, on connaît les problèmes d'encombrement et autres, et qui proposait d'externaliser, de centrer cette activité dans un endroit qui serait appelé à être développé. Je pense que dans une perspective d'une dizaine d'années ou 5 ans, ça c'est des projets qui sont assez intéressants à mettre en œuvre. Il n'y a que des solutions et il suffit de se poser les bonnes questions dans les problèmes qui gèrent l'Afrique. Donc pour revenir aux crises qui frappent la jeunesse guinéenne, moi j'ai envie d'appeler à une chose, parce que même moi en étant intellectuel, en lisant toujours ce qui se passe dans plusieurs pays africains, il y a des moments où on est dans l'incertitude, on est dans la crainte de venir faire quelque chose en Guinée. Et on a tous été contents que la Guinée retrouve une paix sociale, arrive à rentrer dans une démocratie. Donc, il faut savoir que bon, les choses sont difficiles, mais ce n'est pas en brûlant tout, ce n'est pas en étant dans l'insécurité qu'on va gagner mieux. Je pense que, et là aussi, il faut que les gouvernements aussi se mettent à la place de ces jeunes-là qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dans des difficultés et accélèrent les choses. Il ne faut pas que ça traîne et que ça traîne parce que la patience a des limites. Et brièvement, parce que j'ai rencontré, donc moi j'ai été invité par l'université Kofi Annan, mais j'ai pu faire des conférences qui me plaisent vraiment que à Nondo, ça s'appelle. À l'université de Nondo, c'était avant-hier. Ndongo. Ndongo. Voilà. Et j'ai fait une autre conférence hier à Gandhi. Et j'ai rencontré des jeunes avec lesquels j'ai parlé. Ils ont posé des questions. C'était vraiment fabuleux. Kofi Annan, c'était demain, mais vous savez ce qui est arrivé. Ça nous désole tous. Donc, ça nous désole. Nous allons vous permettre de vous aérer un tout petit peu. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure. Oui. Dites premier, avant donc de repartir avec nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent donc de l'autre côté de la caméra que nous fixe ce matin Yann Sané, nous proposons une nappe musicale d'Ikwan Premier. Merci à Aïcha Kokasali, c'est vrai hein? Kokasali. Kokasali, c'est ça? La Kokasai. La Kokasai. Elle a du dynamisme à revendre. Donc, Monsieur Dieng, nous revenons à vous. Hein. Nous parlions tout à l'heure de la sphère dans laquelle cette jeunesse se retrouve quand il y a des événements aussi importants comme ça qui touchent leur environnement. Oui. Avant cela, je donnerai ma médaille d'or à Aïcha. C'est ma chanteuse préférée. Ah, d'accord. Je la trouve formidable. Ouais. Donc, pour revenir à la jeunesse guinéenne, je pense que la compréhension, comme je disais, même ça se passe en France. Hein. Vous voyez, en France, ils sont tout le temps dans les rues. Je n'ai jamais vu un pays aussi contestataire. Moi-même, j'en suis arrivé jusque-là parce qu'on dirait que les Français ils se réveillent tous les jours pour faire des manifestations. Mais ce n'est pas comme en Afrique, parce que là-bas, on arrive à les canaliser, qu'ils ne bloquent pas toute la situation, et encore. Donc, ce qu'il faut réussir, c'est arriver à faire de la dialectique. C'est-à-dire qu'on sache que les gouvernants, en fait, c'est des employés des populations. Ils doivent être efficients et travailler pour les populations qui trouvent leur satisfaction. Les problèmes, les causes des problèmes, il faut se poser comme ce que Widens appelle la cause des causes, des causes, des causes, des causes. Les coupures d'électricité, la cause est la plus profonde. Elle est dans cet état de fragilité de nos États, parce que nos États sont petits, n'arrivent pas à trouver les fonds qu'il faut. Mais moi, je me pose la question, comment on peut avoir des pays aussi riches que la Guinée, en bauxite, en uranium, en tout, comment on peut avoir des pays comme le Niger, comment on peut avoir tous ces pays-là qui regorgent de richesses et on n'arrive pas à garantir nos crédits, c'est pas normal.
Il y a des pays pauvres en Europe, comme le Portugal, ils sont en crise, on leur trouve 500 milliards d'euros. Vous imaginez combien de milliards de Guinéens ça fait? Donc, c'est parce que l'Afrique ne parle pas d'une même voix. Et l'union fait la force. Et les Africains, ils se sont départis de cette union. Ils n'arrivent pas à négocier dans le concert de la mondialisation. Dans un autre livre qu'on a écrit, là, on a un peu parlé de ce que la communauté internationale devrait aux pays africains du fait de nos 3 siècles d'esclavage, etc. Il faut que l'Afrique ait une particularité. Pour ça, on reviendra sur les problèmes d'intégration. Donc, je veux juste terminer sur le management. La structure, comme vous m'aviez posé, parce qu'il faut m'arrêter. Hein. Des fois, je peux diverger et aller dans des qui n'ont rien à voir. Super. Voilà, ça arrive dans les classes, mais dans les classes, j'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Ce n'est pas le cas ici. On n'a pas tout le temps. Donc, le management socioproductif. On a déterminé la problématique. Sans question, il n'y a pas de science. 2, l'analyse stratégique, on a défini tous les acteurs, on a analysé leurs difficultés pour avoir un tableau d'ensemble de la situation. Et 3, il faut déterminer quels sont les facteurs qui influent dans la chose. Et dans toute situation, pour déterminer les facteurs, il faut commencer par lister les conséquences, parce que les conséquences, c'est facile à voir. Bon, la conséquence des ruptures de courant, on peut savoir qu'est-ce que c'est que si on l'analyse. La conséquence des manifestations en Guinée, on peut savoir la cause. Toutes les conséquences, parce que les conséquences nous sont directement visibles, on peut analyser, remonter à leurs causes, et on peut classifier les causes pour faire où sont les causes économiques, où sont les causes psychologiques, les causes sociales, etc., etc. Et chaque cause, on la résoudrait de façon appropriée. En fait, le facteur nous permet d'avoir les rênes de la calèche et de conduire notre embarquement où on veut. Donc, une fois qu'on a déterminé le problème, on a observé, on a compris le problème, et on a de quoi agir sur le problème parce qu'on tient les rênes, là, il reste à faire l'action. Mais ça, on le fait, sur ce qui existe, pour aller à une perspective, mais la perspective, elle est toujours contrainte par ce qui nous empêche d'avoir ce que nous voulons. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir ce que nous voulons qui nous incite à faire de la stratégie. Parce que si je veux quelque chose et que j'ai aucune difficulté à avoir cette chose, je n'ai pas besoin de faire de stratégie. Je fais la stratégie parce que j'ai une difficulté qui m'empêche d'avoir un objectif. Et quatrièmement, il ne faut jamais oublier le plan B, l'alternative. C'est-à-dire, même si j'ai un plan A, il faut toujours préparer un plan B parce que les choses peuvent changer en cours de route. Okay. Voilà. Voilà, les choses peuvent changer, mais il y a beaucoup d'éléments de réponse que vous apportez donc à ces situations donc, de développement de base au niveau des différents pays africains. Et la globalisation est un élément, est un facteur déterminant donc dans les différents éléments dont vous parliez tout à l'heure. Et donc au niveau donc, du tableau d'analyse stratégique, il y a des facteurs déterminants d'identification qui doivent rentrer en ligne de compte. En ligne de compte. Justement, et dans le cas de l'Afrique, il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Ce n'est pas comme il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut que, franchement, les pays africains se parlent. Je sais qu'ils sont en train d'avancer. Il y a le passeport commun au niveau de la CEDEAO. Il y a des choses qui se font. Il ne faut pas tout mettre en vrac, jeter le bébé l'eau du bain. Il y a des choses qui se font. Il faut le reconnaître. Mais nous, les critiques, on critique que ce qui ne va pas. Parce que ce qui va bien déjà, on est prêt à le reconnaître. Mais si on va avancer... Mais il y a d'autres qui ne reconnaissent pas. Hein. Il faut nous prendre comme ça. Voilà, donc on dit ce qui est bien, mais on critique surtout ce qui ne va pas, parce que c'est là où on a le plus de chances d'avancer. Ouais. Mais il faut le reconnaître. Et donc, les facteurs déterminants en Afrique, mon grand maître, le professeur Cheikh Anta Diop, que j'ai eu l'occasion de connaître dans l'université de Dakar pour son nom, a dit quelque chose de très court que je n'ai jamais oublié. Au commencement, c'est presque biblique, au commencement est l'énergie, tout le reste en découle. Tout ce que nous faisons est énergie. Donc, si les Guinéens n'ont pas l'énergie, mais ils n'ont rien. Tout le monde doit avoir l'énergie. Et nous devons, il y a, dans ce dossier-là, si on pouvait le lire, Afrique Essor, on verrait qu'il y a 20 ans, j'ai dit aux pays occidentaux, vous avez une histoire avec nous. Les pays africains ont plus de 6500 heures d'ensoleillement par an, alors que les occidentaux n'en ont que la moitié. Donc l'énergie solaire, c'est Dieu qui nous l'a donnée, c'est notre chance.
Nous n'avons pas le pétrole, on a le soleil. Mais les Occidentaux, ils ont traîné. Oh, l'Afrique n'a pas d'argent, alors que l'Afrique a des ressources. Mais on nous continue toujours à nous acheter nos ressources de façon matière première sans valeur ajoutée. Donc les Africains continuent à ne pas avoir de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les pays comme la France et les pays comme l'Allemagne sont en train de fermer leurs usines d'énergie solaire. Et c'est eux qui l'ont inventé il y a 30 ans. S'ils avaient fait un bon deal avec l'Afrique, ben, on serait gagnant-gagnant. Mais ils n'ont pas fait le deal. Maintenant, les Chinois ont chipé le marché et tant mieux. Hein. Merci, tant mieux. Tant mieux donc pour le bonheur. Hein. Si on peut revenir, surtout que le soleil, il n'y a pas de facture que le soleil peut apporter. Et on règle les problèmes. Là. On réglera le problème de l'électricité tout de suite. Voilà, sur ce plateau ce matin, nous recevons aussi le Kevin. Bettina, hein. L'invité, il a couché tout le monde. Voilà. En tout cas, félicitations. Voilà. Donc, Kevin, les aventures ce matin. Oui, les aventures, on continue ce matin. Téléspectateurs, bonjour. Et merci également, grand frère. Merci à notre invité. Ce matin, nous parlons de l'état-major. Voilà. De l'état-major. De l'état-major. Question de terminologie, question de définition. De définition et de compréhension. Oui. Pour lui, l'état-major, c'est l'état-major de la gendarmerie. Et moi, je me dis, mais l'état-major que moi je connais, je pense bien que c'est le groupe Extra Musica. Et bon, en tout cas, ça va, la vidéo... L'élément d'Ikwan, nous allons l'apprécier ensemble. Patrick Poivre d'abord. Et c'est pourquoi je vous demande qui est Patrick Poivre d'abord. Parce que moi, je ne sais pas. Il vient me trouver en train d'enregistrer et me dit qu'il connaît Patrick Poivre d'abord. Désolé, moi je ne le connais pas quand même. Gendarmerie. Non, mes amis auxquels on travaille ensemble, les gendarmes. Avec lesquels? Les gendarmes. Voilà, que je les connaisse. Comme mon chef d'état-major, tout ça, c'est ce que je les connais. Mon chef d'état-major. Voilà, le général Baldé. Ah, c'est lui que tu connais. Voilà. Le chef d'état-major du groupe Extra Musica. Non, de l'armée. C'est pas groupe Extra Musica. Ah, le groupe Extra Musica, comment il s'appelle? Notre ami Wirason ou lequel? Ah, non. Parce qu'il est à l'état-major. Ah non, là, désolé, je ne le connais pas quand même. Ah, tu ne le connais pas, mais tu as parlé de l'état-major tout à l'heure. De la gendarmerie. Ah, de la gendarmerie. Voilà. Ah, donc c'est pas de l'Extra Musica. Voilà. Je parle de l'armée, non de l'Extra Musica. Ah, mais tu connais l'Extra Musica aussi? Oui, j'attends leur nom, mais je ne les connais pas comme ça. Ah, ok, mais tu as entendu parler de l'état-major Extra Musica? Non, pour le moment. Toi, tu as entendu parler de l'état-major de la gendarmerie? Voilà, c'est ce que je connais. Ah, c'est ce que tu connais? Oui, pour le moment. Donc il faut regarder la caméra, il faut dire, moi je connais l'état-major de la gendarmerie. Moi, je connais l'état-major de la gendarmerie. C'est ce que tu connais? Avec mes chefs, oui, c'est ce que je connais. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Oui, Kevin, lui, l'Extra Musica, lui, c'est pas son problème. Il a entendu parler. Il a entendu parler. Voilà, mais l'état-major qu'il connaît, c'est l'état-major de la gendarmerie. Voilà. Et le deuxième élément, il y a le deuxième, oui, si on a le temps nous permet. Oui. C'est des gens qui veulent bien nous suivre à la télé, qui malheureusement dans les quartiers comme Dapompa, dans la haute banlieue, ils n'ont pas la chance d'avoir de façon continue et régulière l'électricité. Donc il se trouve que c'est dommage, ils disent que c'est bien ce que nous sommes en train de faire, mais ils n'ont pas la chance de nous suivre parce qu'il n'y a pas de courant. Et donc on a demandé quel est le mot le plus long de la langue française. Ok. Voilà. Donc si certainement Dikwan... Deuxième élément. Bon, non, bon. Pas sérieux parce qu'il se débrouille. Bon, comment ça? Je n'ai pas bien compris. Il a le droit de se débrouiller. Oui, il a le droit de se débrouiller. Il ne doit pas se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas les impôts. Oui, bon. Tout à fait normal, il doit payer l'impôt. Tout à fait, normalement, il doit payer les impôts. Il doit payer les impôts. Oui. Même quand il a pied, il doit payer les impôts. Oui, effectivement, il doit payer les impôts. C'est vrai? C'est vrai. Bon, viens ici, viens. Le tonton dit que tu n'es pas sérieux. Parce que tu ne payes pas les impôts normalement comme tu dois. Il y a le problème de paiement des impôts et tout ça. Bon, je crois que c'est... On peut y revenir. On pourra revenir demain matin. Voilà. Ok. Merci Kevin. Il y a un message que tu voulais laisser sur le cœur des téléspectateurs. Oui, pour les téléspectateurs, c'est tout simplement le resto du cœur du Ramadan. C'est d'appeler tout un chacun à faire parler son cœur durant tout le mois de Ramadan, durant les 30 jours. J'espère que notre invité connaît très bien la marmite du cœur du Sénégal. Oui.
qui au cours du mois de Ramadan sillonnent tous les foyers dans les hôpitaux à donner à manger. Et donc cette année, nous lançons cette première édition et ça sera le Resto du Cœur du Ramadan. Et donc on va commencer à partir du 1er mars. On a déjà collecté des fonds. Nous sommes à 3 millions aujourd'hui que nous allons présenter à la presse. Et puis à partir du 1er mars jusqu'au 20 juin, nous allons arrêter la caravane pour aller dans les hôpitaux à partir du 27 juin, offrir à manger de façon régulière durant tout le mois de Ramadan dans les hôpitaux aux malades. Voilà, vous avez hier, vous disiez que même avec 500 francs ça guinéens, sera 500 francs par participation. Voilà, 500 francs par guinéen, par personne. Par personne. Éventuellement, mais on peut nourrir... Nous, on compte nourrir au moins 1000 malades par jour dans les hôpitaux. Tous les hôpitaux publics. Okay. Tous les hôpitaux publics, parce que moi, j'ai eu la chance également d'acheter les médicaments d'une jeune fille qui venait de mettre au monde sa fille, qui par la